J'ai passé une semaine à Madagascar pour suivre 2 entrepreneurs français. En quelques jours, j'ai fait une soirée dans un des quartiers les plus chauds de la capitale. J'ai rencontré une femme qui dormait dans un poulailler et qui certaines fois ne mangeait pas pendant plusieurs jours pour finalement aujourd'hui réussir à ouvrir son propre showroom. Et j'ai assisté à un concert devant 20 000 personnes donné par un gars qui venait de ce même quartier. Madagascar, c'est pas ce qu'on croit. Et cette semaine-là a changé quelque chose dans ma façon de voir les choses. C'est ça, Madagascar. Bienvenue à Madagascar. 80% de la population survit avec moins de 2 $ par jour. Où des quartiers entiers vivent sans eau, sans électricité, sans rien. Où des gamins grandissent dans des conditions que nous, on n'est même pas capable d'imaginer depuis nos canapes. C'est là que je me suis rendu pendant une semaine sur pratiquement tous les déplacements et j'ai suivi 2 entrepreneurs français qui ont tout quitté pour reconstruire leur vie et leur business là-bas. Stan et Hugo. Des mecs qui ont compris avant tout le monde que Madagascar avait quelque chose que les autres pays n'avaient pas encore. Et moi, en tant qu'entrepreneur qui cherche constamment à s'améliorer et à comprendre en fait comment est-ce qu'on peut réussir ailleurs, j'avais besoin de voir ça par mes propres yeux. Je suis allé au contact de cette île pour de vrai. Et tout ce qu'on ne voit jamais dans les documentaires de Lémurien. Avant de continuer, si ce contenu t'intéresse, oublie pas à lâcher un petit like, à t'abonner. Moi c'est Harold, j'ai 33 ans, j'ai monté une boîte de production vidéo qui s'appelle Com il y a 7 ans. On a réalisé des milliers de vidéos pour des centaines d'entreprises et je suis très content de te partager ce nouveau documentaire. Alors si jamais la chaîne te plaît et que les thématiques aussi, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire. Madagascar, 4e île la plus grande du monde. Une biodiversité hallucinante. 80% des espèces animales et végétales qu'on y trouve n'existent nulle part ailleurs sur cette terre. Les lémuriens, les baobabs, les plages, c'est l'image qu'on nous vend. Mais je vais vous bombarder de vrais chiffres maintenant. 80% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Plus de la moitié de la population n'a pas accès aux soins, à une éducation décente, à des conditions sanitaires correctes. 47% des enfants entre 5 et 10 ans qui sont tous en train de bosser. Dans les champs, dans les marchés, dans les rues. Et là-bas, c'est pas le sol qui est mauvais. La terre est ultra fertile, le sous-sol regorge d'or, de saphir, de nickel, de cobalt. C'est pas les gens non plus. Et ça, on va y revenir plus tard. C'est dans ce contexte-là que j'ai décidé de partir à Madagascar. Le premier jour plante le décor immédiatement. Je vois un gamin de 3 ans qui n'a rien, pas de chaussures, il dort à moitié nu par terre. Et j'avoue que c'est la première chose que je vois qui me dramatise. Et moi, j'ai mon bagage, mon téléphone et je réalise en quelques secondes que la distance entre mon quotidien et celui de ce gamin, je ne saurais même pas comment la mesurer. Antananarivo, la capitale, prend aussi au trip dès les premières minutes. 2 millions d'habitants, quasiment pas de gestion des déchets, des rues qui dégagent ce mélange de carburant et de poussière et de vie en fait un peu entassée partout. C'est bruyant, c'est dense et pourtant j'habite en région parisienne. Donc vous voyez un petit peu le délire. Et en même temps, en fait ça m'a surpris. Il y a une énergie là-dedans que nos villes européennes ont perdu depuis pas mal de temps. Quelque chose de, je sais pas, de vivant, un peu d'incontrôlable. Premier arrêt chez Stan. Et là, le choc est immédiat, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Ouais, ça va? Bah oui, on est bon, on est sur la route, on arrive. Bah, je viens de quitter Radisson. Ah oui, il y a des plages, il y a des belles, tu vois, des endroits, il y a des grottes au niveau de côté des mers et tout. Tu vois, il y a la mer qui est entre des grottes. À Mata, dans certains endroits, il y a des quartiers tellement c'est violent. Comme à Tana, ici on a un quartier qui dit 67. Quand c'est la nuit, c'est chaud. Même si la journée, par exemple 67, pas tous les étrangers qui peuvent passer quoi. On est arrivé chez la résidence de Stan. La résidence. Oh, ça a l'air. C'est une résidence privée du coup. Quartier résidence. Ah, c'est quartier. Oui, ça va très bien. Tranquille. C'est joli, hein. Vache. Ça va. Ah oui, tu me ramènes le. Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Ça va et toi? Ouais. Tranquillou. La ville est protégée par des énormes grilles, des énormes chiens, piscine dans le jardin. Stan était en train de boxer, il y avait un sac installé dehors. Il a construit l'environnement exactement comme il le voulait, sans aucun compromis. Il y a une grosse communauté française, tu disais? Ouais. Je pense qu'il y a quand même, malgré la colonisation, je pense qu'il y a quand même un amour et un respect mutuel entre les deux pays, Madagascar et la France. J'ai vécu en Inde, j'ai été beaucoup moins dépaysé à Madagascar qu'en Inde, en termes de culture ici. En termes de nourriture, etc., tu vas trouver beaucoup de choses que tu trouves en France. Stan, à l'origine, il avait une vie en France, CDI, stabilité, bref, le modèle un peu traditionnel. Mais lui, il s'en foutait. Il a suivi son associé, Ryan, à Madagascar. Et selon ses propres mots, la magie a opéré directement ici. J'avoue que toutes les personnes de Madagascar sont adorables. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde sourit. T'as vu, on était en voiture là, il y a un mec il est passé, il a dit salut les gars, ça va? Ouais. Donc c'est vraiment un kiff ici, les gens sont gentils et accueillants. Et on vient de voir là, on vient de passer devant plein d'immeubles qui sont en train de se construire et tout. Tu penses qu'il y a une bonne dynamique? Est-ce que tu penses que Madagascar est en train de se développer? Alors, il faut savoir que par rapport à l'Europe ici, t'as soit des ultra riches, soit des ultra pauvres. Là où la France est en train de perdre sa classe moyenne, Madagascar est en train de la gagner petit à petit. Les salaires augmentent, il y a de plus en plus de sociétés, tu vois, regarde comment ça construit partout. Tout ça, moi, c'était pas là quand j'y étais.
quand je suis arrivé, tout ça c'est neuf. C'est la presse qu'en effet, il y a bien de plus en plus une classe moyenne. En fait, je pense que le salut de Madagascar passera par le retour de la diaspora malgache européenne à Amada. Il faut qu'ils reviennent en fait. Aujourd'hui, il dirige 3 boîtes. CSS, de l'externalisation de services, Nucléaire, du marketing digital et Red Smith, de l'architecture IA. Et au-dessus de tout ça, il a aussi un label de musique qui vient d'ouvrir les portes d'Universal Music Africa. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, avec le même niveau d'ambition, ce mec serait coincé dans une structure pendant 10 ans à attendre sa chance. À Madagascar, il s'est pas emmerdé, il a construit son propre groupe. On rentre, on va faire un petit tour après dans les locaux. les locaux, mais du coup, t'as 200 personnes. Sur CSS, j'ai 200 personnes. Ouais. CSS, vraiment, c'est un BPO. BPO, c'est les initiales de Business Process Outsourcing. Moi, je suis vraiment sur la partie plutôt tâches chronophages pour les entreprises, traitement de données, réception d'appels, gestion des boîtes SAV, tous les jobs un peu chronophages, mais pas seulement. Hein. On a aussi tout un service pour de l'externalisation comptable. Par exemple, j'ai Mazar comme client, moi, chez CSS. Pour venir en support à tous les auditeurs seniors, on a une petite ici qui s'occupe d'aider les auditeurs seniors à Mazar France. Ouais. En vrai, dans l'inconscient collectif, j'ai le sentiment qu'en Europe, en tout cas en France, on a une vision de Madagascar qui est, la ressource et la main-d'œuvre, elle est très corrélée à l'hyper-opérationnel, tu vois, voilà. Et tu me dis que tu as quand même des membres du CODIR, puisque tu as 4 personnes en dessous de toi. Est-ce que tu peux me donner un peu d'insight sur en fait, la qualité des employés, tu vois? Pour parler court, pour donner un exemple, c'est Xavier Niel a monté l'école 42 à Madagascar. Donc il y a l'école 42 comme à Paris, il y a une antenne à Madagascar. On a un des meilleurs réseaux internet d'Afrique. Et si tu veux, il y a des mecs qui sont extrêmement bons de manière autodidacte. Ils ont l'appétence d'aller chercher sur internet, découvrir des nouvelles technologies, découvrir du savoir-faire, etc. Là, je te présente la personne la plus importante de chez CSS. Elle s'est maquillée à la même couleur des maquillages, les lunettes et le carré. Donc Salut. Az est notre directrice opérationnelle, qui a beaucoup d'expérience dans le call center. Moi, je me suis entouré, j'y connaissais rien moi dans le BPO. Donc je me suis entouré de gens qui sont efficaces et qui ont beaucoup de connaissances. Donc voilà, donc vraiment tu as la partie où eux ils vont plutôt utiliser du téléphone. Il y a des séparations et ça enlève le son. Ensuite vraiment toutes ces parties-là c'est pour le traitement de données, toutes les activités qui nécessitent pas un téléphone. Je te présente Sou. Salut Sou. C'est ma première opératrice. Okay. C'est la première opératrice de chez CSS. Qui aujourd'hui elle est responsable de la plus grosse activité de notre plus gros client. Elle gère, je pense, à elle seule 60 personnes. Oui. Ouais, c'est ça, à peu près. Et elle a commencé comme opératrice chez nous. 63. Là, on va passer à une deuxième société qu'on a montée avec Thibaut ici et Salut Ryan Thibaut. également. Ça va? Donc, Bah grave, moi aussi. Tout à l'heure, tu es monté dans nos locaux chez CSS. Ouais. Là, on va te montrer nos deuxièmes locaux de la deuxième société. Ok. Cette société-là, c'est donc Thibaut qui est notre associé. C'est lui qui est en gestion et directeur général de cette société. Ok. Qui s'appelle Nucléaire et qui est plutôt sur tout ce qui est marketing, création visuelle, site Exactement, internet. c'est une agence digitale, on est extrêmement focus sur tout ce qui est image et visibilité. Nucléaire est une entreprise qui fonctionne également sur le marché local. Ok. Donc on travaille avec des entreprises malgaches, on travaille avec des entreprises européennes. Il n'y a pas de beau et de mauvais contrat dans le métier que je fais parce qu'en fait si je travaille bien et que le client performe, il augmente ses positions chez moi. En fait, Une moi, position, c'est un contrat, une personne. position, c'est Ouais. un opérateur. Ouais, Voilà. bien sûr. Ok. Et en fait, moi, plus la société, plus le gars, sa société, elle va grossir, plus il va me prendre du monde. Ok. Donc en fait, je me considère pas non plus trop comme un prestataire, mais plutôt comme un partenaire pour les entreprises en Europe. Parce que bien évidemment que j'ai tout intérêt à faire en sorte que leur société fonctionne. Parce que si leur société fonctionne, ils vont prendre plus de monde chez moi. Et en fait, c'est un partenariat. Hugo, c'est un autre profil, un autre tempo. Cofondateur et CEO de Fluentech, une ESN franco-malgache. Avec son équipe, il bosse sur des produits digitaux ultra exigeants, avec de l'IA au cœur de tout. Et il place leur meilleur profil tech auprès des clients partout dans le monde. Évidemment, c'est nous qui avons tout aménagé. On a tout fait petit à petit, comme on peut, avec l'évolution de sa boîte. Dès qu'on est en bootstrap, les premiers salariés, premier PC, premier écran, voilà. Et c'est le pôle UX/UI, donc pôle en gros le team product design. Chionnette, ouais. Tu disais ça arrivait souvent de se faire auditer. Exactement, enfin, en tout cas ça c'est une bonne pratique qui se fait ici. Vous avez fait simulation d'un contrôle. Et en ce moment, ils sont dans une dynamique de croissance sérieuse, des nouveaux secteurs, de nouvelles activités, et ils sont toujours basés à Madagascar. On a une équipe constituée de personnes qui ont remporté des concours internationaux, de créatifs, des gens qui sont passionnés, donc oui, c'est une société. Les coupeurs de courant sont quotidiennes à Tana, c'est un gros point de Madagascar. C'est l'un des réseaux électriques les plus défaillants d'Afrique subsaharienne. Hugo a ses protocoles, son équipe aussi, alors il s'adapte, il continue, en fait sans se plaindre. J'avais expliqué un petit peu à Rob la difficulté qu'on a ici d'avoir une alimentation électrique stable, Ouais. donc il y a des coupures.
mais tu as également des soucis de basse tension, de forte tension. Et donc en fait, pour éviter de griller le matériel informatique, en fait ici, ce qu'on appelle des onduleurs. Donc on les allume tous les jours. Il va encaisser ces coupures. Ok. Et basse tension, surtension. Et ça C'est ce qui régule en gros. Il va réguler pour que l'entrée pour le matériel, tu aies la bonne tension. Sans ça, on aurait des PC, on devrait les changer toutes les semaines. On était à peu près à 6 coupures par jour. En fait, d'un coup, t'as tout qui shut down. Tu peux te retrouver avec des salariés qui ont des calls avec des clients, d'un coup. Et que ça raccroche d'un coup. Ça raccroche d'un coup. Ça, c'est une vraie contrainte. Clairement. Ok. Il m'a dit une chose que j'ai pas oubliée, j'ai toujours su que je devais entreprendre. Madagascar aura été l'étincelle pour le faire avec mes meilleurs potes. Ce mec n'est pas venu parce qu'il avait raté ailleurs. En fait, il est venu parce qu'il a vu, dans cet endroit, quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il y a un truc qu'on entend tout le temps sur les entrepreneurs occidentaux qui s'installent en Afrique, c'est que les Blancs qui arrivent, qui profitent du différentiel de richesse, qui paient les gens au lance-pierre, et ça, ce discours, on l'entend un petit peu partout. Et il existe. Et clairement, il décrit des réalités qui existent encore, ça on peut pas le mentir, on peut pas le nier. Mais chez Stein et Hugo, c'est pas ce que j'ai vu. Le travail, il se fait plus sur la relation de confiance. La confiance, justement, ça se construit. Peut-être que inconsciemment, beaucoup de gens se disent encore une fois, c'est souvent un Vaza qui vient, il fait de l'oseille, il n'a pas considération pour nous. Et c'est là où toute la différence doit se faire. Quand tu viens ici, tu dois t'insérer dans le pays, tu dois comprendre la culture, tu dois comprendre les coutumes. C'est comme ça qu'en fait tu vas construire une confiance. Les gens vont se dire, ah ok, je vois un peu l'état d'esprit, il est clairement pas comme Vaza lambda qu'on pourrait imaginer qui vient, qui fait son bif, qui n'a rien à cirer de la vie des gens. Non, c'est comme ça que nous on l'a fait. On vient pour construire quelque chose dans le pays, apporter quelque chose d'intéressant. Ça se fait des deux côtés. Leur employé malgache touche en moyenne 10 fois le salaire moyen local. 10 fois. C'est pas de la philanthropie. C'est leur modèle. Une main-d'œuvre bien payée, c'est une main-d'œuvre qui va rester, qui va s'améliorer, qui va être loyale sur le long terme. Tout le monde y gagne, les employés, les boîtes, les familles de ces employés, les commerçants du quartier. Et le niveau des équipes m'a franchement surpris. On nous vend toujours une espèce de main-d'œuvre peu qualifiée. Sur le terrain, j'ai vu des gens rigoureux, créatifs, avec une capacité d'adaptation qui devrait faire réfléchir pas mal de boîtes françaises. La question qui m'a pas lâché de toute la semaine, si les gens sont compétents et le pays potentiellement riche, pourquoi 80% de la population vit dans la misère? Le sous-sol malgache, c'est de l'or, du nickel, du cobalt, du chrome, du graphite, des saphirs, des rubis. Une joint venture entre groupes canadiennes, japonais et coréennes exploite une des plus grandes mines du nickel du monde depuis 2012 avec des investissements à hauteur de 7 milliards de dollars. Dans un pays où le PIB par habitant est de 456 dollars. Madagascar, c'est aussi le premier conducteur mondial de vanille. La terre est ultra fertile. Toutes les cartes sont là. La richesse, elle est dans le sol, dans la terre, dans les gens. Un bon exemple pour imager ça, c'est la distillerie de Tokagazi qu'on a visitée. Le Tokagazi, c'est l'alcool traditionnel malgache. La distillerie qu'on a vue, elle est gérée par des petits entrepreneurs locaux qui veulent en fait lancer leur propre... Extraction de Tokagas à partir de canne à sucre. C'est ok, c'est de l'alcool du coup? C'est de l'alcool. Ouais, c'est bon? Oui, c'est bon. Très bon. Même pour la santé, c'est bon. C'est vrai? Oui. Et d'en prendre beaucoup, c'est bon pour la santé ou pas? Tout construit à la main, 100% artisanal, ces gars ont du savoir-faire. Ils ont de la passion. Le produit tient la route. Ouais. Très très bon. Ce qui manque en fait, c'est l'accès. L'accès au marché, au capital, au réseau de distribution. En France, avec les mêmes mains et le même produit, ils auraient déjà une marque qui s'exporte partout. Aucun doute là-dessus. Et ce savoir-faire, ils l'ont appris comme tout le monde en fait apprend à Madagascar, sur le tas, par nécessité. Parce que l'école, là-bas, c'est une autre histoire. Et vous verrez que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Revenons aux images du tout début. Je tiens vraiment à vous parler d'un truc, le quartier 67. Là-bas, si t'es un étranger, un blanc, à Madagascar, et que tu te pointes là-bas, t'es considéré comme un Vaza, un étranger. T'as a priori rien à faire là, et concrètement, tu risques ta life. Et Stan connaît le quartier. Il distribue régulièrement aux familles dans le besoin là-bas. Il est connu, respecté. Je présente 67 hectares, c'est la Seine-Saint-Denis de Madagascar, de Tana. Ok. Ici, il y a tout le monde qui se côtoie. Certains diront que c'est un quartier chaud, mais tu manges bien, tu fais la fête et... Grâce au label de musique, j'ai mes entrées ici. Personne, tu vois, ici, ils respectent vraiment ce qu'on fait pour la musique à Mada. Grâce à lui, on a pu rentrer. J'ai même eu le droit au petit rituel d'accueil. Je te présente Dal. Ça. Dal, ça va quoi? Tranquille? Ça va? Yes sir. Et You John. Ah bah lui, il fête la fin du Ramadan. Il a pas vu depuis un mois. Nous, on a une marque. Ça, c'est le logo. Les couleurs de Mada. Mada, le rouge, le vert, le blanc. Le drapeau de Mada dans le logo, toujours. Et vu qu'on est des zouaves, image de singe avec un casque. Les gars, je suis très content d'être avec vous, de vous rencontrer. Parce que je connais Stanislas depuis un petit moment maintenant. Et il m'a dit que du bien de vous. Je suis hyper content en tant que Vaza de pouvoir être là, parce que je sais que c'est un truc quand même. Il n'y a pas beaucoup de Vaza, je vois ici. Réflexion.
que je peux vous dire, c'est que ça s'est ultra bien passé. Maintenant, les images de baston que vous avez vues au tout début de la vidéo, vous vous rappelez là au tout début, en fait ces mecs ils jouaient juste pour la caméra. Ils faisaient le show parce qu'ils avaient compris qu'on filmait, qu'ils devaient nous donner exactement ce qu'ils pensaient qu'on voulait aller voir. La violence existe dans ce quartier, ça il n'y a pas de sujet. Mais ce que les médias nous montrent jamais, c'est ce qu'on trouve finalement quand on creuse un peu. Des types qui rigolent, qui accueillent un étranger avec curiosité et qui ont leur code à eux, leur solidarité, leur fierté de quartier. Des gens complexes comme nous tous en fait. Et parmi tous ces gens-là, certains s'en sortent. Pas beaucoup, mais certains. Et pour comprendre d'où ils partent vraiment, faut voir ce que c'est que de grandir à Madagascar. Et pour ça, quoi de mieux que de parler de l'école Amada. Concrètement, là-bas, c'est des bâtiments qui tombent en ruine, des classes qui sont surchargées. J'étais arrivée ici, on n'avait que 80 élèves et maintenant on a presque 200 élèves. On a 5 enseignants et les 5 enseignants, c'est encore les parents qui payent. Énormément d'entrepreneurs locaux, dont Hugo et Stan, leurs équipes et leurs entreprises, participent aux rénovations de ce genre d'école. C'est la misère absolue en termes d'infrastructure, mais les gamins sourient. Ils sont là, ils n'ont qu'une envie, c'est d'apprendre. Il y a une énergie dans la cour de récré que tu peux retrouver nulle part dans les établissements français ou partout dans le monde, j'en suis certain. En campagne, c'est encore plus dur. Pas d'électricité, pas d'eau courante, une agriculture de subsistance qui suffit pas. Et pourtant, les gens qu'on a rencontrés là-bas, ils avaient une générosité, une dignité qui m'a franchement arrêté net. Ça m'a limite mis mal à l'aise, honnêtement, parce qu'en fait, je me sentais chanceux par rapport à ma propre façon de me plaindre de mes trucs qui méritent même pas en fait qu'on en parle. C'est pour ça que je veux absolument vous parler de Kelly. Kelly, c'est une malgache. Et il y a pas si longtemps, elle dormait dans un poulailler. Un poulailler. Il y a des semaines entières où elle ne mangeait pas. Dans un pays où la pauvreté est la norme, elle était encore en dessous de cette norme. On était à la rue, vraiment. Donc moi, j'ai commencé à me débrouiller en aidant ma mère à chercher de l'eau pour les gens, à faire les ménages des gens. Dans ce poulailler, le rêve de s'imposer, mais aussi le rêve d'écrire une belle histoire, une belle fin est né pour moi. Je n'avais pas d'autre choix que de réussir en fait. J'ai habillé des stars à l'international, mais mon histoire est restée attachée à ce fameux costume de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, elle a réussi à créer son propre showroom, construite sans aide, sans héritage, sans filet. Et sincèrement, quand vous l'entendez parler, vous entendrez quelqu'un qui a compris des choses sur la vie que la plupart en fait ne comprendront jamais. J'adore partager. Je trouve que c'est la meilleure façon de vivre, c'est de vraiment partager tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est une reconnaissance à la vie. Je dirais, chaque personne est unique, mais mon histoire quand même, ça sort de l'ordinaire. Et quand je suis arrivée là où j'en suis maintenant, je me suis dit que c'est important pour moi en fait d'aller vers les gens, de leur accorder beaucoup d'importance, puisque moi, on m'avait pas accordé cette importance en fait. On m'a tellement laissé de côté et c'était à moi de chercher comment se développer toute seule. Kelly, c'est pas un miracle. C'est la preuve que le potentiel est là, partout chez des milliers de personnes à Madagascar. Et le dernier soir, on a eu une preuve inattendue. Dernière nuit, on va voir un concert, celui de Dalo, un artiste du quartier 67 qui est dans le label musical de Stan. Quand tu franchis la porte, après ça va. Après c'est bon, mais c'est avant. Ça, parce qu'arrivé là, tu peux plus reculer, tu vois. Coucou. Et ce soir-là, 20 000 personnes. Ce mec qui vient exactement de là où on était il y a quelques jours avant, il aurait pu rester en fait dans le système. Mais il a choisi autre chose, grâce à Stan aussi. Et sa femme était là, son enfant aussi. Et quand il est monté sur scène devant 20 000 personnes, qu'il a commencé à chanter pour lui, en fait j'ai une sensation dans le beat qui était un peu inexplicable. L'impression d'assister à un truc irréel et de voir un gars qui va commencer à réussir, un truc surhumain. Et en l'occurrence, pour Dal se sortir de sa condition d'origine. En rentrant, j'ai repensé à ça toute la semaine. À Stan, à Hugo, à Kelly, à ces gamins d'école finalement, aux artisans de la distillerie, à toutes les rencontres que j'ai pu faire pendant mon séjour. J'en retiens des gens qui construisent dans un endroit où concrètement tout est fait pour que tu construises rien. Et ce qui m'a le plus frappé au final, c'est pas la misère, c'est l'énergie. En fait, cette façon qu'ont les Malgaches de continuer d'avancer dans des conditions que nous, en tant qu'Européens, on supporterait pas 48 heures. Madagascar, c'est pas ce qu'on en dit. La misère est réelle, l'instabilité est réelle, mais les gens qui construisent là-bas, dans ces conditions-là, en fait, m'ont appris quelque chose que j'aurais pas trouvé ailleurs. Toutes les personnes que j'ai pu croiser, à toutes ces personnes avec qui j'ai pu échanger un regard, un café, une simple rencontre ou juste une phrase, sincèrement, vous avez marqué ma vie et merci pour ça. C'est une énergie que je veux retranscrire chez Koum. Et je veux absolument continuer cette quête. La quête où j'ai envie de voyager, découvrir l'entrepreneuriat différemment et m'inspirer finalement des différentes cultures et origines que façonne le monde pour pouvoir réussir à devenir un meilleur entrepreneur. Pour moi, pour mes équipes et pour Flo, mon associé. Alors si cette vidéo vous a apporté quelque chose, un petit like, ça prend juste 2 secondes et franchement, ça aide vraiment à la diffuser auprès de personnes que ça pourrait inspirer. N'oubliez pas non plus de vous abonner, vous connaissez la chanson, parce que c'est le tout début de ma quête. Je vous dis à très bientôt. Salut.